Merci Olivier pour cette présentation, merci pour l'invitation également. Donc effectivement, on me demande de répondre à la question de la catatonie en fait sur cette présentation. Donc c'est effectivement c'est une question qui est difficile à répondre à l'heure actuelle, mais je vais faire le mieux pour vous proposer une réponse quand même. Alors j'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Je vais aborder une approche assez longitudinale, historique pour vous parler de la catatonie, de comment on la conçoit et pour vous proposer des éléments de réflexion et une réponse à la fin. Donc la catatonie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle a été décrite la première fois par Karl Bohm, un psychiatre allemand, en 1874, dans son livre qui s'appelle Die Katatonie. Et donc c'est lui qui a composé le mot catatonie, qui vient du grec, avec kata qui signifie abaisser, et tonos qui signifie tension. Donc c'est des situations où le patient présente une tension abaissée. Donc dans son livre, il présente 26 patients, comme l'a souligné Angèle dans son introduction, des patients qui présentent des anomalies de posture, qui présentent du mutisme, la catalepsie, verbigiration, qui est un mot qui a été également inventé par Karl Bohm, le fait de parler en disque rayé, de l'agitation, des stéréotypies. Et il associe ce syndrome de catatonique à plusieurs causes. Il associe à des causes psychiatriques, les classiques, mélancolie, épisode maniaque, avec beaucoup d'agitation, des épisodes de psychose, des épisodes de démence, marqués par des troubles de la mémoire et de la concentration. C'est moi qui le renomme démence aujourd'hui. Mais aussi dans des situations où les patients présentaient des tuberculoses et présentaient des épilepsies. Il décrit deux formes, hyperkinétique et hypokinétique, dans son livre de 1874. Alors, Karl Bohm parle de la catatonie en 1874, mais ça ne date pas de 1874. On retrouve des traces dans l'histoire de descriptions de situations cliniques qui ressemblent à la catatonie. Des Galiens, donc au IIe siècle, Galien, un médecin célèbre, qui pratiquait la médecine des humeurs, parlait de stupeur, de situations où les patients étaient stuporeux, n'interagissaient pas avec l'environnement, étaient mutiques. Et il parlait de... On appelait ça la catoche. Enfin, ça a été traduit comme ça. Moi aussi, ça me fait rire le nom, la catoche. Et en fait, c'est pour vous dire que les situations de patients qui parlent pas, qui arrêtent de manger, qui arrêtent de boire ou qui interagissent pas avec l'environnement, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Karl Bohm. C'est Karl Bohm qui a proposé d'en faire un syndrome distinct et à part entière. Quand Karl Bohm a proposé son idée et sa vision autour du syndrome, ça n'a pas été de tout repos, parce que ça n'a pas été accepté par les psychiatres en Europe, avec, je vais vous illustrer la situation en France, avec un peu toujours la même réponse, c'est-à-dire que les psychiatres des différents pays préféraient se rattacher au concept qu'ils avaient développé chacun dans leur pays, en disant on n'a pas besoin de la catatonie. En France, Jules Ségla, Chalin disait nous on a la stupeur, on arrive à comprendre toutes ces situations grâce à la stupeur, on n'a pas besoin de la catatonie comme d'une entité distincte qui peut s'expliquer par différentes causes. La stupeur nous suffit. Et ça a été également rejeté par Pierre Janet, qui avait une compréhension et une analyse très psychologique des troubles psychiatriques et de la catatonie également, et qui considérait les patients catatoniques comme présentant de l'hystérie. Alors pour vous montrer un cas clinique de Janet, donc je vais le lire avec vous. Donc il explique: vous pouvez immédiatement observer la situation. Cette jeune femme est assise devant vous, les yeux fixés, le visage inerte, et elle reste immobile. Elle ne répond à aucune question. Elle fait juste une petite grimace de malaise si on la pince fort. Ces symptômes sont donc ce qu'on appelle un état de stupeur. Sa maladie avait commencé par un épisode d'auto-accusation délirante concernant la mort de sa mère. Peu à peu, elle refusait de bouger, de répondre, et maintenant cela fait 10 jours qu'elle est dans un état de stupeur. Refusant de s'alimenter, elle était nourrie par sonde nasogastrique, et Janet, à la lecture de ce cas clinique, retient le diagnostic d'hystérie. Donc c'est intéressant parce que c'est très actuel, quand on reçoit des patients catatoniques qui ont eu le diagnostic d'hystérie, de théâtralisme, et qu'on les reçoit et que, quand on a la grille de lecture catatonique, il n'y a pas de doute sur leur syndrome catatonique, ça reste étonnamment actuel. Mais c'est pour vous montrer que Karl Bohm, en 1874, fait une description très actuelle. Après, c'est le modèle qui est utilisé actuellement, donc c'est peut-être un peu tautologique. Mais bref, en tout cas, quelque chose qui est très moderne et qui est très efficient en pratique. Mais c'est pas aussi simple de l'étendre. Alors, c'est pas aussi simple de l'étendre non plus, à cause
je veux pas jeter la pierre à Kraepelin, hein, mais c'est le titre d'un article de Max Fink en 2010, donc grand spécialiste de la catatonie, qui parle de l'erreur de Kraepelin à la fin du 19e et au début du 20e siècle, parce que Kraepelin définit la catatonie comme un sous-type de démence précoce, et c'est un peu le début de la fin de la catatonie au cours du 20e siècle. C'est-à-dire que Kraepelin fait cette proposition est reprise par Bleuler, qui l'associe à la schizophrénie en 1908, et l'influence de ces psychiatres est telle que la catatonie devient un sous-type de schizophrénie pendant quasiment tout le XXe siècle. Et donc, on ne considère plus la catatonie comme une entité distincte, comme un syndrome à part entière, mais comme un sous-type de schizophrénie. Ce qui arrive encore régulièrement avec certaines personnes qui disent je ne crois pas qu'il soit catatonique, il n'est pas schizophrène. À partir des années 70, donc là on va commencer à dessiner la conception actuelle la plus fréquente de la catatonie, des travaux très importants, pour citer Morrison, Abrahams, Taylor, qui analysent des cohortes de patients catatoniques et qui identifient la catatonie telle que décrite par Kalbaum, chez des patients maniaques, chez des patients qui présentent de la dépression, des troubles de l'humeur, mais aussi dans d'autres situations, notamment le syndrome malin des neuroleptiques, qui a beaucoup retenu leur attention, et des situations d'autisme. Ces chercheurs montrent déjà dans les années 70 que la catatonie est plus fréquente dans les troubles de l'humeur. Et donc, grâce à leurs cohortes et à leurs observations, ils développent des échelles spécifiques pour évaluer la catatonie. Ils développent des protocoles d'examen clinique, ils développent des critères diagnostiques, et ils montrent également qu'il y a des traitements spécifiques pour la catatonie qui correspondent aux benzodiazépines, notamment le lorazépam. Donc, à partir de cette idée-là, que la catatonie, elle n'existe pas que dans la schizophrénie, elle existe dans d'autres troubles, que c'est plus fréquent dans les troubles de l'humeur, catatonie a un syndrome distinct, le retour en grâce des travaux de Kalbaum, portés notamment par Max Fink et Michael Taylor. Donc ça n'a pas été les seuls, mais ça a été ceux qui ont pris le mouvement à bras-le-corps et qui ont publié un article célèbre dans l'American Journal en 2003 sur la catatonie dans les classifications psychiatriques. Il faut qu'elle ait un endroit spécifique à elle. Et donc Max Fink publie également dans ces années-là, dans les années 2000, un manuel dédié à la catatonie sur le diagnostic, sur le traitement, où il y a beaucoup de cas cliniques à l'intérieur. Et la catatonie redevient une entité, un syndrome distinct à part entière à ce moment-là. Ils ont leur combat et ils ont largement remporté leur bataille, parce que la catatonie comme entité à part entière distincte est reconnue dans les classifications internationales, donc dans le DSM-5. Les mêmes critères de la catatonie sont utilisés dans tout le manuel et elle peut être utilisée soit comme un spécificateur d'un trouble, par exemple dépression avec caractéristiques catatoniques. Elle peut être associée à une affection médicale générale ou à une situation non spécifiée, comme ça a été mentionné par Angèle dans la communication précédente. Dans la CIM 11, ce qui est intéressant, c'est que la catatonie a maintenant une place au même titre hiérarchique que la schizophrénie ou les troubles de l'humeur. Donc la catatonie, un syndrome à part entière, c'est la norme à l'heure actuelle. Alors, il y a des critères précis pour la catatonie dans les classifications, que ce soit le DSM-5, il y a une liste de 12 signes et symptômes. Quand on en a plus de 3, on considère qu'il y a un syndrome catatonique chez un patient. La même chose dans la CIM, même s'il y a un peu plus de signes qui sont développés dans la CIM, parce que dans le monde de la catatonie, il y a des gens qui sont très attachés au concept de syndrome psychomoteur, sur le fait que ce ne soit pas que moteur. Le DSM prend une approche essentiellement motrice. Dans la CIM 11, il y a le côté affectif qui ressort un peu plus, avec des émotions extrêmes et des réactions émotionnelles extrêmes. Ils ajoutent aussi d'autres signes moteurs, comme la fixité du regard, par exemple. En tout cas, il y a des critères précis qui existent dans les classifications internationales. Mais il y a différentes façons d'évaluer la catatonie. Comme je vous le disais, il y a différentes échelles. La plus utilisée et la plus utile, on va dire, efficiente d'un point de vue pratique clinique, à l'heure actuelle, c'est l'échelle de Busch-Francis pour l'adulte. L'échelle qui est utilisée en pédiatrie est très liée à cette approche. Vous me corrigerez dans la discussion, mais pour moi, elle est très liée à l'approche de la Busch-Francis. Et c'est celle qui permet d'avoir le plus facilement s'intégrer dans un raisonnement clinique, selon moi.
Mais c'est pas la seule. Il y a des échelles, par exemple l'échelle de Northoff, où il y a que je trouve plus difficile à côté, où il y a une participation émotionnelle qui est extrêmement importante. Donc, en tout cas, il y a des critères qui peuvent être un peu différents selon une classification internationale, mais qui se ressemblent quand même beaucoup. Et il y a différentes échelles où on peut évaluer la catatonie de différentes façons. Donc, ça reprend les signes qui sont décrits par Kahlbaum, mais ces signes, ils sont enrichis selon les théories et les travaux des différentes personnes qui ont développé les outils. Et donc, il peut y avoir une différence selon le type d'échelle qu'on va utiliser, le nombre de symptômes pour avoir un seuil pour diagnostiquer la catatonie, et selon certaines échelles, le poids diagnostique n'est pas strictement identique selon le type de symptômes. Donc, d'où le titre de la diapositive, il y a des critères précis, mais il n'y a pas de consensus absolu pour définir l'entièreté du syndrome catatonique. En tout cas, il y a un consensus sur le côté syndrome. Alors, on peut se demander, est-ce que les symptômes catatoniques sont homogènes selon les différentes causes? Donc, il y a une étude qui a été montrée chez l'adolescent juste avant et qui montrait qu'il n'y avait pas de différence. Donc, dans la littérature, on peut retrouver des différences un peu subtiles selon les étiologies. Subtiles, après je vais le discuter, hein, mais en tout cas, il a été montré que la stupeur est parfois plus fréquente dans les patients qui présentent des troubles de l'humeur, que la flexibilité cireuse et le maniérisme est plus fréquent dans les étiologies non psychiatriques. Donc j'ai regardé un peu les différentes études qui traitaient de la fréquence des symptômes selon les étiologies. J'ai fait ce qu'on appelle un heatmap pour regarder s'il y a une concordance selon les différents symptômes et le diagnostic sous-jacent. Bon, il n'y a rien d'évident qui ressort. On voit que les situations avec les pathologies médicales, c'est-à-dire les situations non psychiatriques sous-jacentes, seraient associées à un peu moins de symptômes psychiatriques de façon générale. Il n'y a pas un grand design, un grand schéma qui s'observe selon les différentes étiologies psychiatriques en tout cas. Pourquoi, selon moi? C'est parce que les études, elles sont extrêmement hétérogènes. Les études utilisées pour ce type de réflexion comprennent entre 2 et 1456 patients. Donc on peut très bien imaginer la variance, la variabilité de groupes qu'il peut y avoir dans ces études, à quel point elles sont comparables. Et les études, elles utilisent également des échelles différentes entre la Bush-Francis, l'échelle modifiée de Rogers ou l'échelle de Northoff, donc qui évalue pas exactement les mêmes dimensions de la catatonie. Donc les symptômes sont globalement homogènes. Il y a des différences subtiles, pour moi, qui sont attribuables à des biais méthodologiques et qui ne sont pas liées directement à la cause sous-jacente de la catatonie. C'est très difficile à l'heure actuelle, et on en reçoit régulièrement dans le service, de dire il y a ce symptôme, c'est sûrement un trouble de l'humeur, c'est sûrement une schizophrénie. C'est impossible d'avoir ce type de lecture à l'heure actuelle. Alors on a également on a fait une étude pour regarder, faire ce qu'on appelle une analyse en réseau de symptômes dans la catatonie avec Christophe Gau, qui a été publié en 2024. Et donc ce type d'étude permet d'explorer la relation entre les symptômes, pas explorer les symptômes de façon individuelle, mais d'explorer les relations entre les symptômes. Et donc les symptômes deviennent des nœuds dans l'analyse, et les associations entre ces nœuds, on les appelle des liens. Et donc, ce type d'étude permet d'étudier la structure globale des réseaux dans un trouble. Et dans la catatonie, ce qu'on a montré, c'est que selon les étiologies, les structures étaient très similaires entre les différentes étiologies. Donc on avait 4 étiologies, on avait la dépression unipolaire, le trouble bipolaire, la schizophrénie et toutes les autres causes non psychiatriques. Je vous dis, quand on va chercher, quand on va creuser, on peut dire qu'il y a certains sous-réseaux qui sont un peu différents. Globalement, la structure globale, elle ne change pas entre les différentes étiologies. Donc encore un argument pour un syndrome, pour considérer la catatonie comme un syndrome distinct. Donc au total, on a une entité clinique qui présente une similitude extrêmement importante des symptômes, quelle que soit l'étiologie. On a une structure au sens large qui est similaire, quelle que soit l'étiologie sous-jacente, et on a également un traitement qui est identique, quelle que soit l'étiologie sous-jacente, c'est-à-dire les benzodiazépines, et en cas d'échec, l'électroconvulsivothérapie. Donc il y a tous les arguments du monde pour proposer la lecture de la catatonie est un syndrome. Mais comment un syndrome peut être associé à autant de causes? Comment un syndrome peut être aussi transdiagnostique? Alors je vous propose cette image pour réfléchir. Donc cette image, c'est pas des animaux qui sont morts, c'est des animaux qui sont en état de mort apparente, ce qu'on appelle la thanatose.
Et donc j'ai mis différentes espèces pour montrer que c'est vraiment très conservé dans l'évolution et qu'un mammifère, un oiseau, un amphibien ou un insecte peuvent présenter ce type de comportement. Donc la thanatose, l'état de mort apparente, c'est un état qu'un animal va pouvoir présenter dans un état de stress ou de danger extrêmement important. Alors, c'est un enraidissement du corps, parfois c'est plus complexe, je vais vous en parler. Donc c'est une sorte de simulacre de mort, et c'est une réaction au stress. Parfois ça va très loin, parce que, par exemple dans l'opossum, il y a une contraction des muscles, comme une rigidité cadavérique. La rigidité cadavérique, en fait, est une contraction musculaire qui va comprimer certains organes où il y a des glandes qui vont relâcher une odeur très nauséabonde, comme une odeur de cadavre. Et selon certains biologistes, le côté blanc de l'opossum ressemble en fait à un crâne, comme les prédateurs vont pas s'attaquer à un animal mort en dehors des charognards. Donc, on peut tout à fait inscrire la thanatose, à l'heure actuelle, dans une réaction au stress, comme la réaction de flight, c'est-à-dire la réaction de s'échapper par rapport à un danger, le danger étant un bonhomme de neige agressif. Flight, le combat. Voilà. Quelqu'un de nerveux. Ou le freeze. Le freeze, c'est-à-dire le fait d'être figé face à un danger, ce qu'on peut voir dans le monde animal de façon assez fréquente. Donc, est-ce que la catatonie ne peut pas être considérée comme une réponse, un type de réaction au stress ? Ça a été théorisé, Moscovitz, c'est un travail très connu dans le champ de la catatonie qui a été publié en 2004. C'est pas étonnant que maintenant ce soit un spécialiste de la réaction au stress dans le cadre du psychotraumatisme, parce qu'il y a des liens en termes de réflexion par rapport à la réaction au stress, bien sûr. Et donc, la catatonie peut être considérée comme un état de freeze, d'immobilité tonique, comme dans les réactions au stress universelles. Et ce qui est même proposé par certains chercheurs, c'est qu'il y a d'autres réactions face à un danger. Il y a aussi la réaction de soumission, fawn en anglais. Et certains chercheurs proposent que l'obéissance automatique, les comportements d'imitation dans la catatonie pourraient être liés à une réaction au stress, c'est-à-dire qu'on va se soumettre par rapport à un agresseur pour éviter de se faire tuer, par exemple. Donc moi, ce que je propose comme lecture, c'est que la catatonie, c'est une voie finale commune qui s'exprime au niveau neurobiologique par une altération de la balance GABA-glutamate. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des travaux qui montrent que la balance GABA-glutamate, elle est essentielle dans la réponse universelle au stress pour réguler les différentes réponses. Et cette balance, elle est modulée au niveau neuroanatomique par les circuits cingulo-striato-thalamo-corticaux qui sont impliqués dans la motivation, le contrôle cognitif, l'initiation des réponses motrices. Donc, on imagine très facilement les altérations qui en découlent dans le cadre du syndrome catatonique. Ces circuits sont en interaction avec l'amygdale qui est impliquée dans la détection et dans les circuits de la peur. Et en fait, un dysfonctionnement dans ces réseaux, qui peut être de causes différentes, certains troubles psychiatriques où il y a plus de ce genre de dysfonctionnement par exemple, certaines drogues, certains médicaments, certains antipsychotiques par exemple, le stress aigu, vont altérer ces circuits, aboutir à la fin à une dérégulation de la balance GABA-glutamate et conduire à la catatonie. En conclusion, on peut considérer à l'heure actuelle la catatonie comme un syndrome transdiagnostique et également comme une réponse défensive universelle de réaction adaptative inappropriée au stress liée à des mécanismes neurobiologiques communs. Les mécanismes clés du syndrome catatonique au niveau neurobiologique sont associés à une dysfonction des circuits cortico-striato-thalamo-corticaux en interaction avec l'amygdale et à une dérégulation de la balance GABA-glutamate. Et en termes de perspective, je propose de poursuivre les études cliniques de la catatonie en termes de structure de la catatonie au sens large, les études en réseau, les études de structure plus classiques avec des cohortes différentes, d'autres approches, d'explorer la balance excitation-inhibition dans les sous-groupes de maladies favorisant la catatonie. Tous les troubles bipolaires ne font pas de syndrome catatonique. Certains troubles bipolaires ne toléreront jamais les antipsychotiques et feront toujours un syndrome catatonique. Il y a des patients bipolaires, vous savez qu'il ne faut pas leur mettre d'antipsychotiques parce qu'ils les tolèrent mal. Je pense que ce type de sous-groupe doit être intéressant à étudier. Et étudier les non-répondeurs aux benzodiazépines pour essayer d'affiner les mécanismes physiopathologiques sous-jacents.